Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Séance essentiellement consacrée aux affaires sociales et à la solidarité aujourd'hui lors de la 18e séance du Conseil des ministres au Palais de la Présidence. Et au Djibouti Palace Kempinski, le président de la République a présidé les travaux de la 10e retraite de l'Union africaine pour la paix et la sécurité. Et dans l'actualité internationale, à l'Union européenne, difficile parité à la tête de cette commission. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Le président de la République, chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la 18e séance du Conseil des ministres. 4 questions étaient à l'ordre du jour de cette séance qui portait essentiellement sur les affaires sociales et la solidarité. Le compte rendu de ce conseil avec le porte-parole du gouvernement. De son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, s'est tenue la 8e séance du Conseil des ministres ce mardi 29 octobre 2019. Étaient à l'ordre du jour 4 questions. Première question. La ministre des Affaires sociales et de la solidarité a produit une communication sur les réalisations de son département. Au cours de cette présentation, la ministre a décrit la nouvelle démarche de la promotion sociale et la volonté politique d'asseoir la protection sociale sur les droits humains et sur une trajectoire d'autonomisation des ménages en situation de précarité. La stratégie nationale de protection sociale 2018-2022, mise en place par la loi numéro 43/19, portant sur l'adoption de la stratégie nationale de protection sociale, témoigne de l'engagement fort du gouvernement de mettre en avant la politique sociale dans une stratégie de développement. Elle s'inscrit dans la continuité des politiques d'intervention qui évoluent selon le contexte et le profilage de la population, avec comme spécificité la mise en place d'un socle de protection sociale avec des garanties, la promotion de l'autonomisation des familles à travers l'économie solidaire, l'économie sociale et solidaire et les formations professionnelles, la création des mécanismes de coordination intersectorielle avec les partenaires techniques et financiers. La ministre a enchaîné avec le travail des 12 guichets sociaux et le rôle des travailleurs sociaux, cheville ouvrière de l'action sociale. Puis, la technologie au service du social avec des perspectives de guichets sociaux intégrés. Ainsi, elle a présenté le registre social avec ses 352 205 individus, le programme national de solidarité famille, PNSF, de transfert monétaire à raison de 30 000 familles dans les régions de l'intérieur et de 24 000 familles en milieu urbain, et les mesures d'accompagnement. L'appui aux groupes vulnérables, que sont les personnes âgées, les personnes à besoins spéciaux et enfin les enfants à besoins spéciaux. La création d'opportunités dans les microcrédits, la formation professionnelle et qualifiante, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les coopératives en particulier, la taille de la pierre, les activités, en somme les activités génératrices de revenus. La mise en place d'infrastructures, telles que les infrastructures de base dans les régions, et notamment l'électrification de Hol-Hol, les infrastructures socio-économiques, des échoppes, la réhabilitation des marchés, d'abattoirs et des gares routières. Et enfin, l'éclairage public, telles sont les infrastructures. Sur le plan communautaire, elle a mis l'accent sur le Fonds de développement communautaire, le groupement d'entraide et affinité, le développement conduit par la communauté. La ministre a aussi présenté les programmes et les performances atteintes. Ainsi, le PNSF, c'est-à-dire le Programme national Solidarité et Famille,
avec 7 362 ménages et un taux de couverture de 37% des ménages cibles. Le PASS, qui concerne lui les soins, avec 20 686 ménages. Le programme de logement, avec 580 ménages bénéficiaires. L'éducation, avec 1974 étudiants bénéficiant de tickets de restaurant et 91 bourses pour les enfants à besoins spéciaux. L'appui ponctuel, avec 11 930 assistances d'urgence et aides ponctuelles. La deuxième question, le ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles, a introduit un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 61 de l'année 2014 portant constitution et maintien du stock d'urgence des produits pétroliers. Ainsi, l'ensemble des responsabilités et obligations incombant à la société DOSC, Djibouti Oil Supply Company, sont dévolues désormais à la Société internationale d'hydrocarbures de Djibouti. Troisième question. Le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a introduit un projet de décret mettant en place une commission ad hoc chargée de la révision des textes statutaires de la fonction publique. En effet, le statut de la fonction publique qui régit une partie du personnel de l'État est issu de la loi numéro 48 de l'année 1983 portant un statut général des fonctionnaires et le décret 62 de l'année 89 relatif au statut particulier des fonctionnaires. L'émergence de nouveaux statuts eurent pour effet de créer des disparités de traitement entre les corps des métiers et de réelles difficultés de lisibilité. Des divers documents stratégiques du gouvernement sur la réforme de l'administration, il en ressort que le statut de la fonction publique en l'état actuel a atteint ses limites et n'est plus en phase avec l'évolution économique et sociale du pays. Il apparaît aujourd'hui indispensable donc de procéder à la réforme du cadre légal et statutaire de la fonction publique. Pour ce faire, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration a proposé la mise en place d'une commission ad hoc chargée de procéder à la révision des textes statutaires régissant la fonction publique. Enfin, quatrième question, le ministre de l'Économie et des Finances a présenté un projet de loi portant ratification d'un accord de financement pour le projet de renforcement des opportunités d'apprentissage. Ce financement s'élevant à 25 millions de dollars, dont 15 millions de dons. Et par la suite, le porte-parole du gouvernement par intérim, Moumine Ahmed Cheikh, est également revenu donc sur les différentes communications qui ont été faites à l'issue de cette séance. En fin de séance, le ministre de l'Équipement et des Transports a produit un compte-rendu de sa participation au Forum économique et commercial Russie-Afrique axé sur le commerce multilatéral, l'état actuel de l'économie mondiale et les perspectives d'interaction Russie-Afrique. Le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications a produit un compte-rendu de sa visite à Mogadiscio en Somalie sur invitation de son homologue somalien. Les discussions ont porté notamment sur le câble régional sous-marin DAR, Djibouti Africa Regional Express. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté un compte-rendu de la participation de la délégation djiboutienne aux assemblées annuelles des gouverneurs du groupe de la Banque mondiale et du FMI qui s'est déroulée aux États-Unis du 15 au 20 octobre 2019. Le ministre du Budget, qui a participé à cette délégation, a ajouté que Djibouti a été apprécié pour sa collaboration avec les partenaires de la Banque mondiale et du FMI, surtout en matière de réforme. A fait un compte-rendu de sa participation à la première réunion des pays africains en charge du commerce organisée par les pays africains ayant signé et ratifié l'accord de libre-échange continental, CELECA,
qui s'est tenu à Addis, en Éthiopie. Le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture et des biens Waqf a fait un compte-rendu de sa participation au 3e sommet des leaders religieux musulmans de l'Afrique qui s'est déroulé à Istanbul. Et donc, comme vous avez pu le suivre, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité était à l'honneur donc durant cette séance de ce matin qui a été présidée par le président de la République. Et nous allons donc en parler tout de suite avec une invitée de cette édition, Madame Mouna Ahmed Ragué, directrice études et prospection au ministère des Affaires sociales et des solidarités. Bonsoir, Madame Mouna. Bonsoir. Alors, quelles sont les actions phares du ministère des Affaires sociales et de solidarité? Oui, merci beaucoup. Donc, ce matin, Madame la ministre des Affaires sociales, notre ministre, a présenté la nouvelle stratégie des protections sociales qui couvre la période 2018-2022. Donc, la stratégie de protection sociale a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de d'assurer une couverture large et inclusive pour toutes les populations pauvres. Et le deuxième objectif de la stratégie, c'est l'inclusion socio-économique, c'est-à-dire de passer de l'assistanat au développement social. Donc, la stratégie de protection sociale s'aligne avec les politiques, les visions et les stratégies internationaux, mais nationaux aussi, notamment avec la vision 2035, la SCAP et également les stratégies sectorielles. Donc, c'est une stratégie qui est basée sur les droits humains. Donc, c'est une stratégie qui promet la mise en place d'un socle national de protection sociale. Donc, on va passer à un système de protection sociale qui est basé sur des garanties élémentaires. Donc, également, Madame la ministre a ce matin présenté les programmes sociaux, c'est-à-dire notamment le résultat, les performances et le résultat qu'on a pu réaliser ou atteindre durant cette année 2019. En premier lieu, il y a eu une communication sur le registre social, qui est opérationnel depuis 2017 et qui aujourd'hui sont enregistrés plus de 60 000 ménages, ce qui veut dire 350 000 individus. Quand même, c'est une base de données extrêmement importante. Il y a également des guichets sociaux qui sont opérationnels depuis 2017 sur toute l'étendue du pays, c'est-à-dire au total 12 guichets, 7 à Djibouti-Ville et 5 dans le région de l'intérieur. Rien que dans l'année 2019, il y a plus de 10 322 ménages qui ont visité ces guichets. Et parmi les ménages qui ont visité, 58% ont eu de réponses favorables. Donc, si je reviens un peu rapidement sur les programmes sociaux phares, le département a lancé, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a lancé en 2016 le programme national de solidarité famille. Donc, en 2019, ce programme a été étendu. Donc, on est passé de 3 362 à 7 362. Donc, nous avons atteint 37% des cibles prévues qui sont les pauvres extrêmes. Il y a également le programme d'assistance sociale santé, le PASS, qui assure un soin de qualité. Donc, je pense qu'également, en 2019, nous avons atteint les cibles prévues. Donc, on a pu donner la carte PASS, plus de 20 600 ménages. Également, il y a l'appui, tout ce qui concerne l'éducation, l'assistance sociale pour les étudiants qui viennent de régions de l'intérieur. Et également, la ministre a fait une communication sur les réalisations dans les programmes que nous avons réalisés qui concernent les appuis et les prises en charge des personnes, de groupes vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes à besoins spéciaux, les enfants à besoins spéciaux. Donc, ces groupes vulnérables participent à tous les programmes, que ce soit les programmes de transfert monétaire, le PNSF, l'appui santé à travers le PASS, mais également le droit au logement à travers la Fondation Droit au logement. Donc, comme vous savez, les actions de notre département des affaires sociales, il n'y a pas que simplement les assistances ou les aides, mais il y a également l'appui à l'inclusion socio-économique, c'est-à-dire comment aider ces familles à sortir de la pauvreté, l'autonomisation, l'inclusion socio-économique. Donc la ministre a présenté les programmes d'autonomisation et de développement des opportunités à travers les formations professionnelles, la microfinance et également la taille des pierres et les micro-projets. Donc également les actions que le département réalise, il y a tout ce qui concerne l'organisation
et la structuration de la communauté, c'est-à-dire à travers de nouvelles approches très novatrices, les développements conduits par la communauté, les groupes d'entraide, à travers également des mécanismes de fonds de développement communautaire. Donc plusieurs programmes, nous le voyons, sociaux ont été mis en place depuis plusieurs années pour lutter contre la précarité, la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Alors, est-ce que tous les résultats donc, de ces programmes sont ceux qui étaient attendus ou certains programmes posent des difficultés ou ont du mal à vraiment fonctionner donc, auprès des bénéficiaires ? Non, effectivement, nous avons réalisé des performances et des résultats extraordinaires, si je peux dire ça. Si nous prenons l'exemple du programme d'assistance sociale santé, nous avons atteint 100% des bénéficiaires, 100% des cibles, pardon. Nous avons donné de la carte passe à plus de 20 682 ménages. Le PNSF a enregistré 37%, c'est-à-dire plus de 7 000 ménages reçoivent des transferts monétaires de 30 000 francs par trimestre. Donc, effectivement, les programmes ont enregistré de résultats positifs. Pour preuve, le ministère a réalisé, en collaboration avec la DISET, l'Institut national de la statistique, avec l'appui du PNUD, une étude qu'on appelle l'indice multidimensionnel de la pauvreté, l'IPM. L'indice IPM Djibouti, c'est la première fois que nous avons réalisé, a montré qu'effectivement la pauvreté a diminué. Donc, cela montre que les efforts du gouvernement, les actions sociales ont un impact direct sur la pauvreté. Donc, contrairement à l'approche d'évaluation habituelle que Djibouti avait l'habitude de faire, que notre pays avait l'habitude de faire, l'indice multidimensionnel de la pauvreté a montré qu'effectivement, la pauvreté extrême, l'intensité et la pauvreté globale ont quand même diminué. Donc, si je reviens également, tous ces programmes sont réalisés en étroite collaboration avec les départements sectoriels. Donc, on parle des affaires sociales, c'est un ministère transversal. Nous travaillons avec l'ensemble des départements du gouvernement. Donc, en premier lieu, nous travaillons avec les ministères, les secrétariats d'État à la décentralisation, parce qu'il faut comprendre que la stratégie des protections sociales et les actions sociales s'inscrivent à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans les temps, parce qu'il faut qu'il y ait des évaluations. Nous réalisons des évaluations. L'évaluation du PNSF qui a été faite cette année a montré que l'impact du programme est positif. 88% des bénéficiaires ont déclaré qu'il y a eu une amélioration de leurs conditions de vie. Donc c'est quand même un chiffre extraordinaire. Il y a eu également un accroissement de la consommation alimentaire et la diminution de l'insécurité alimentaire. Donc nous travaillons également avec les départements, l'ensemble des départements, avec par exemple le ministère de Logement, pour tout ce qui concerne l'ingénierie sociale. Nous travaillons avec pratiquement tous les départements, pour tous les domaines, à chacun dans son domaine. Si je reviens également, nous avons d'un côté les programmes sociaux. Il y a également tout ce qui concerne l'inclusion socio-économique à travers les formations professionnelles. Rien que cette année, plus de 2800 jeunes ont pu bénéficier de formations en entrepreneuriat, de formation, et ont également bénéficié des investissements pour qu'ils puissent monter ou créer des activités génératrices ou des micro-projets. Pour terminer, je vais terminer avec les perspectives. Donc les perspectives, c'est la mise en place d'un socle de protection sociale avec des garanties élémentaires. Les perspectives, c'est de renforcer les mécanismes de coordination, affiner les ciblages. Les perspectives, c'est d'aller vers un nouveau modèle social propre à Djibouti. Merci donc pour toutes ces précisions. Madame Mouna Ahmed Ragué, directrice études et prospection au ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a conduit aujourd'hui, mardi, en milieu de matinée, les travaux de la cérémonie inaugurale de la 10e retraite de l'Union africaine. Regardez, c'était au Djibouti Palace Kempinski. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dirigé ce matin la cérémonie inaugurale d'une importante réunion de l'Union africaine à Djibouti. Le chef de l'État a dirigé les travaux de la cérémonie inaugurale de la 10e retraite de l'Union africaine, un événement intervenant une fois par an. La retraite du haut niveau de l'Union africaine équivaut à une réunion majeure de l'organisation panafricaine où l'ensemble de ses représentants, envoyés spéciaux et partenaires sont conviés à un débat de fond sur les principaux défis et problématiques à l'ordre du jour dans le continent noir.
L'une des particularités de la retraite de haut niveau de l'Union africaine réside dans le fait qu'elle puisse être tenue dans un pays du continent autre que celui qui fait traditionnellement office de siège à l'organisation. Pour autant, le choix du pays d'accueil de cette réunion délocalisée de l'Union africaine n'est jamais complètement anodin. Ce choix est souvent indexé sur le principe d'un profil général et d'aptitude reconnue à la capacité des pays à concilier les valeurs et les objectifs les plus substantiels de l'Union africaine. Le choix apporté sur Djibouti pour abriter cette conférence équivaut donc en un aveu majeur au profit de notre pays, estimé appartenir au cercle des nations africaines le plus en phase avec les idéaux, ambitions et visées progressistes poursuivies par l'organisation continentale. Le leadership du président Guelleh dans le lancement des travaux de cette 10e retraite de l'Union africaine a essentiellement été marqué par l'importante allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Cette 10e retraite de haut niveau de l'Union africaine organisée à Djibouti est à l'origine du déplacement actuel dans notre pays d'environ 180 diplomates étrangers et provenant aussi bien de l'Union africaine que d'organisations régionales, continentales et internationales. Après la 8e et la 9e édition, c'est au Kempinski Palace Hotel que s'est ouvert ce matin la 10e édition de cette retraite de l'Union africaine, et ce sous l'égide du chef de l'État, Ismaël Marguelé. Cette retraite organisée par l'Union africaine a porté sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Le secrétaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a dans son intervention rappelé l'une des particularités de la retraite de haut niveau de l'Union africaine qui réside dans le fait qu'elle puisse être tenue dans un pays du continent autre que celui qui fait traditionnellement office de siège à l'organisation. On l'écoute. Nous voilà réunis à nouveau dans le cadre de cette retraite annuelle de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, dont la présente 10e édition a choisi comme terre d'accueil cette belle ville de Djibouti sur les rives attachantes de la mer Rouge. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a bien voulu rehausser de sa présence cette séance inaugurale et lui réitérer notre reconnaissance pour son engagement sans faille en faveur de l'idéal panafricaniste et des aspirations de notre continent. Grâce à votre politique sage et clairvoyante, Monsieur le Président, la République de Djibouti se distingue aujourd'hui comme un oasis de paix et comme un acteur important dans les efforts de promotion de la paix et de la stabilité dans la région et au-delà. Je tiens à souligner ici la contribution précieuse de Djibouti à la mission de l'Union africaine en Somalie, à MISOM, et à d'autres missions de soutien à la paix sur le continent africain. Apport inestimable à l'œuvre collective de faire taire définitivement les armes en Afrique. De son côté, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix a souligné que ces concertations auront pour finalité de relever les défis de l'intégration, de la dimension des réformes du secteur de la sécurité et gouvernance dans la prévention des conflits, la médiation et la mise en œuvre effective des accords de paix.
Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage à votre pays pour le rôle distingué, éminent qu'il joue pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique et dans la région. Et puis, permettez-moi aussi de rendre un hommage tout particulier aux femmes et aux hommes en uniforme de votre pays qui servent avec distinction, efficacité, sous la bannière des Nations Unies. Je souhaiterais associer à cet hommage tous les soldats qui servent sous la bannière de l'Union africaine et sous la bannière des Nations Unies et avoir une pensée particulière évidemment pour ceux qui ont perdu leur vie. Depuis que cette retraite a été initiée, vous avez eu, Monsieur le Président de la Commission et Mesdames et Messieurs les commissaires, l'attention d'associer étroitement les Nations Unies, et c'est aujourd'hui avec beaucoup de gratitude que je voudrais exprimer nos remerciements au nom, je crois, de tous mes collègues des Nations Unies pour que, une fois de plus, nous puissions participer à ces délibérations. Et plus généralement, je souhaiterais évidemment vous remercier pour le partenariat étroit qui existe entre nos deux organisations. Depuis 2002, les Nations Unies ont travaillé en tandem avec l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a pour sa part indiqué que cette retraite va porter durant ces concertations sur la nécessité d'assurer la transformation des forces de défense et de sécurité africaines en des institutions nationales de sécurité professionnalisées, soumises à un contrôle civil afin de prévenir la rechute des conflits et de maintenir les efforts de stabilisation et de consolidation de la paix. Il me fait un grand plaisir, à titre liminaire de mes propos, de remercier sincèrement Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et son gouvernement, d'avoir offert à la Commission sa généreuse hospitalité et ce cadre merveilleux pour notre 10e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, sous le thème « Gouvernance du système de sécurité en Afrique, évolution des principes et des pratiques découlant des interventions de prévention, de rétablissement de la paix et de consolidation de la paix ». La retraite organisée annuellement par le département Paix et Sécurité. Merci à toi Ismaël Chergui et à ton équipe pour l'institutionnalisation de cette belle action qui s'installe en Afrique en haut du tableau de toutes les approches similaires et semblables. Le nombre, la qualité, la diversité des horizons géographiques et surtout disciplinaires des participants donne à l'événement un cachet digne de haute appréciation. C'est soutien à l'orée de l'année 2020 que nous avons fixé comme notre rendez-vous historique de la fin des crises violentes en Afrique, en faisant définitivement taire les armes. Cette retraite prend ainsi l'allure d'une retraite de questionnement et de méditation sur notre bilan. Mais rassurez-vous, je ne ferai pas ce bilan. Pas maintenant en tout cas. Je voudrais, dans le strict respect de notre thématique centrale, m'appesantir sur 2 points. L'évolution des principes et l'insertion des problématiques de paix et de sécurité dans le cadre d'un nouveau multilatéralisme engagé du côté des peuples. Et clôturons la série des discours. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que cette retraite avait pour principal objectif d'examiner les instruments et partenariats existants dont dispose l'Union africaine en matière de réforme et de gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi que leur efficacité dans l'optique de la prévention, la gestion et la résolution des conflits. On écoute le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La République de Djibouti est honorée d'accueillir cette 10e retraite de haut niveau portant sur la réforme du secteur de la sécurité et de la gouvernance en Afrique. Et c'est avec un immense plaisir que, personnellement, je vous souhaite la bienvenue dans votre seconde patrie. Le thème choisi pour cette réunion, rassemblant les envoyés spéciaux de l'Union africaine et des autres organisations internationales, est plus que pertinent. Il nous interroge non seulement sur le concept même de la médiation, mais également sur celui de son déploiement dans les situations de conflit.
En ce qui concerne la conception de la médiation, nous devons adopter une approche nouvelle. Le médiateur se doit non seulement d'identifier les déclencheurs d'instabilité, mais également les facteurs structurels. S'agissant du déploiement, il est temps pour nous de repenser les capacités mises à la disposition de nos envoyés spéciaux et de les sensibiliser pour la stabilité d'un pays sur l'importance de la gouvernance du secteur de la sécurité. À cet effet, le thème retenu pour l'année prochaine, « Faire taire les armes en 2020 », témoigne de l'importance de la gouvernance du secteur de la sécurité, qui est plus que jamais au cœur de nos priorités pour la stabilisation du continent africain. Mesdames et messieurs, l'Afrique fait face à de multiples défis qui nécessitent, afin d'y répondre de manière adéquate, un secteur de sécurité dont les compétences sont clairement articulées. Il s'agit de conjuguer défense de l'ordre et liberté, sans que ces deux piliers de la modernisation des États soient porteurs d'instabilité. L'expansion de la menace terroriste dans la Corne de l'Afrique et dans la bande sahélo-saharienne appelle à une réflexion sur la gouvernance de nos forces de défense, de la sécurité, ainsi que l'appareil judiciaire. Par le passé, nous avons eu tendance à recourir à l'outil militaire. Aujourd'hui, si nous devions privilégier une approche globale de l'instabilité, il est nécessaire de penser l'articulation entre nos efforts militaires, actions policières et processus judiciaires en liaison étroite avec les politiques socio-économiques. Dans le contexte géostratégique, nous n'avons pas droit à l'erreur. En effet, la propagande extrémiste se nourrit des défaillances de nos appareils sécuritaires, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Nos efforts de médiation doivent inclure la question du secteur de sécurité, aussi sensible soit-elle du fait de son caractère régalien. C'est parce que cette question est primordiale que nous devons l'aborder dans nos efforts de prévention et de règlement des conflits, et ce, dans le but ultime de consolider la paix dans notre continent. Sur ce, je déclare ouverte la 10e session de la retraite de haut niveau de l'Union africaine et je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Et après les officiels, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré les envoyés spéciaux de l'Union africaine. Les envoyés spéciaux donc, qui ont remercié le numéro 1 djiboutien pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé depuis leur arrivée à Djibouti. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État s'est concerté avec les envoyés spéciaux de l'Union africaine, tous anciens au cadre de leurs pays respectifs. La discussion emportait donc sur le panafricanisme dans les nouveaux paradigmes mondiaux et la conjoncture économique du moment. Ces discussions ont tous convergé vers une vision commune ancrée dans un consensus politique africain pour les Africains. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Warssa Madiri, a reçu dimanche une importante délégation conduite par l'ambassadrice d'Allemagne accréditée à Djibouti, Anke Holstein, et notre ambassadeur accrédité en Allemagne, Adam Mohamed Eleta, dans le cadre d'une réunion de travail portant sur le renforcement de la coopération bilatérale djibouto-germanique. L'objectif de cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, sans cesse croissante, et qui tend à atteindre un palier supplémentaire grâce aux récentes dispositions mises en place entre la République fédérale d'Allemagne et la République
République de Djibouti. L'ambassadeur djiboutien en Allemagne, Adel Mohamed Leta, a été accompagné des hauts représentants de la société Siemens, leader mondial pour les équipements médicaux et biomédicaux de pointe, en vue de discuter des voies et moyens d'accompagner le système de maintenance de ces appareils coûteux tels que le scanner et l'IRM, et ce à travers la formation sur place de nos techniciens biomédicaux. Le ministre de la Santé a tenu à saluer de vive voix cette avancée majeure et exemplaire dans les relations djibouto-germaniques, qui est le fruit d'une diplomatie active considérée comme la pierre angulaire de la politique étrangère du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, a reçu hier l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdallah Abdelaziz Al-Matar. Le diplomate saoudien a remis au ministre une lettre de remerciement de son homologue Abdelaziz bin Salman bin Abdelaziz, ministre de l'Énergie, de l'Industrie et des Ressources naturelles, le conviant à se rendre en visite en Arabie Saoudite. Il a souligné en outre dans sa lettre l'excellente relation entre les deux peuples et s'est dit heureux de contribuer par son action au renforcement de cette relation privilégiée. Le ministre a pris bonne note de la requête et a demandé à l'ambassadeur de bien vouloir transmettre ses chaleureuses et fraternelles salutations à son homologue saoudien. Le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, a organisé hier une cérémonie de lancement du congrès sur les recherches des substances naturelles. Cette cérémonie s'est déroulée sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Cette thématique soutient l'utilisation des ressources naturelles locales ainsi que la conservation de la biodiversité. Le naturalisme et la bonne qualité de ces remèdes prodiguent aux patients nécessiteux une meilleure guérison, car la plupart des médicaments pharmaceutiques ont des effets secondaires néfastes. Les substances naturelles sont essentielles des produits par définition naturels et suscitent un intérêt croissant dans les médicaments médicaux, dans les éléments naturels. Cette assise a réuni des scientifiques et chercheurs des universités étrangères comme la France, le Soudan, et Burkina Faso et bien sûr de Djibouti. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui a présidé cette assise, a félicité et encouragé les étudiants participant dans leurs recherches. L'a déjà dit Dr Fatma, c'est qu'aujourd'hui nous avons un regain de plus en plus important, un intérêt de plus en plus important vers la nature, et plus particulièrement vers les plantes. Elle a cité 50% des médicaments sont en relation avec la nature, mais au-delà, pour nous les Africains, ce sont des éléments importants dans la valorisation de nos ressources. Mais pas seulement. Qui dit valorisation dit également conservation de ce patrimoine et de cette biodiversité. Je voudrais, au-delà probablement des discussions que vous allez avoir ce matin, que nous puissions également réfléchir à l'élargissement des champs d'intervention à partir bien sûr de l'inventaire des plantes, de leur utilisation, mais dans le cadre également de la préservation de ces plantes, c'est réfléchir à tout l'intérêt que peut apporter ou que peuvent apporter les biotechnologies. Nous avons un laboratoire, Dr Abdelrahman Daher est présent dans la salle, donc qui est directeur de l'Institut des sciences de la vie. Comment également cette institution peut, dans la conservation de ce patrimoine des plantes à intérêt pharmaceutique ou phytothérapique, peuvent être multipliées et protégées. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin dans son cabinet le cofondateur de la fédération de Tekball, Marius Vizère, et la nouvelle présidente de la fédération djiboutienne de Tekball, Medina Saïd, ainsi que le secrétaire général du comité national olympique djiboutien. Inventé en Hongrie en 2014 par deux passionnés de football, toute nouvelle discipline à voir le jour donc dans le monde, le Tekball, à mi-chemin entre le football et le ping-pong et version améliorée du tennis-ballon. C'est un premier sport 100% mixte, une première dans notre pays, que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, n'a pas manqué de saluer. Donc, pour rappel, Djibouti est l'un des premiers pays africains à adhérer à ce sport insolite qui fait craquer les stars du ballon rond.
La section des parlementaires membres du groupe d'amitié Djibouti-Chine, conduite par l'honorable Hassan Omar, président du même groupe, a reçu une délégation de haut niveau du Conseil chinois pour la promotion du commerce international de la province de Hebei. Le président du groupe d'amitié sino-djiboutien, Hassan Omar, a souhaité donc en amont la bienvenue à ses hôtes du jour. Il a donc mis en exergue l'excellence des relations qui existent entre les deux nations, et ce depuis plus de 40 ans. L'émission principale de ce conseil est de mettre donc en œuvre les grandes stratégies de développement national pertinentes et promouvoir le commerce extérieur, les investissements bilatéraux et la coopération économique et technologique. Sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awale Yassine, la commission permanente des affaires étrangères élargie à celle en charge du développement social s'est réunie hier en vue d'examiner le projet de loi numéro 64 portant ratification de l'accord de prêt pour le projet Centre Excellence d'enseignement supérieur. Donc, pour l'impact sur le développement, cette formation élargie des commissions parlementaire s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Après un débat instructif et riche, les commissaires ont donné leur avis favorable quant à son adoption lors de la prochaine séance publique. Dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance et notamment la lutte contre la corruption, les fraudes et le blanchiment, l'Inspection générale de l'État de la République de Djibouti et le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées Afrique, en collaboration avec l'East African Association, a poursuivi aujourd'hui les travaux de du 7e colloque international du FIGE sur le thème la détection, les investigations financières et le recouvrement des avoirs illégaux, qui vont se dérouler donc du 29 octobre au 4 novembre au Djibouti Palace Kempinski. Ce colloque est réalisé en marge des travaux du FIGE et plusieurs délégations de 12 pays africains participent à ces travaux et comprennent Djibouti, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Congo-Brazzaville, Éthiopie, Somalie, Rwanda, Ouganda, Sud-Soudan, Madagascar et Angola. Celui du recouvrement des avoirs. Et dans leurs interventions respectives, l'inspecteur général de l'État de Djibouti et secrétaire exécutif du FIGE, Hassan Issa Soldan, a rappelé que ces assises constituent un moment privilégié pour réfléchir aux défis rencontrés sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment. Et de son côté, le procureur général, Jama'a Suleiman, a indiqué que la République de Djibouti s'est dotée de tous les instruments juridiques pour lutter efficacement contre la corruption depuis l'orée des années 2000 et a entamé un travail législatif de très grande ampleur. Nous les écoutons. Mesdames et messieurs, l'extension et l'internalisation au cours des dernières décennies de la criminalité financière, au premier rang de laquelle figurent les pratiques de corruption et de blanchiment des capitaux, et ses liens désormais fréquents avec les crimes organisés, font peser une menace évidente sur l'état des droits, les droits de l'homme, l'équité et la justice sociale. C'est malheureusement une évidence aujourd'hui, les phénomènes de corruption sur le plan interne compromettent le développement économique et la stabilité des institutions démocratiques. En menaçant les valeurs fondamentales des démocraties, que sont les garanties d'une concurrence libre mais équitable, l'égalité entre les entreprises et la prééminence du droit, et en détruisant la confiance des citoyens envers les représentants. Comme vous le savez, l'organisation d'événements aussi importants nécessite des moyens importants que nous avons pu mobiliser grâce au soutien indéfectible du président de la République. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour leur exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au nom de l'Inspection générale d'État de Djibouti et au nom des institutions membres du Forum des inspections générales d'Afrique. Mesdames et messieurs, ces assises constituent pour nos institutions africaines et nos partenaires un moment privilégié pour réfléchir aux défis rencontrés sur le terrain de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment. Ce colloque international sera aussi l'occasion de faire le bilan de la coopération entre les institutions membres du FIGE et autres, et les institutions membres des autorités de lutte contre la corruption de l'Afrique de l'Est et d'autres institutions partenaires, afin de relever les obstacles et les défis que nous pouvons rencontrer dans la lutte contre la fraude, les activités illicites connexes. L'opportunité d'explorer de nouvelles voies de partenariat profitables à nos institutions et à nos pays.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres difficiles. Parité à la tête de l'Union européenne. Pour la première fois de son histoire, le gouvernement belge est dirigé par une femme, Sophie Wilmès, est issue du mouvement réformateur, le Parti libéral francophone, mais c'est une première ministre sans majorité puisque depuis le mois de décembre, le pays compte à sa tête une coalition gouvernementale en affaires courantes. Sophie Wilmès fait partie du club restreint des 4 femmes chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Elle siégera aux côtés des chancelières allemandes et autrichienne Angela Merkel et Brigitte Bierlein et de la première ministre danoise Mette Frederiksen. Pour Manon Descheyz du lobby européen des femmes, il y a une réelle amélioration, mais ces petits pas demeurent insuffisants car les hommes sont encore surreprésentés en politique dans l'Union européenne, précise-t-elle. La première présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est battue pour parvenir à la parité au sein de son équipe, un pari réussi pendant quelques jours avant le rejet de 2 candidates par le Parlement européen. La Banque centrale européenne est désormais présidée et pour la première fois par une femme, la Française Christine Lagarde. Le Parlement européen fait figure de bon élève en termes de représentation. La part des femmes progresse d'élection en élection. Elle représente désormais 40% des parlementaires. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.